Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Gotchar, votre podcast d'information automobile. Cette semaine, beaucoup d'actualités et pour une fois, presque toutes sérieuses, ce qui est quand même exceptionnel, mais ce sera aussi l'occasion de faire des essais. Dans mon cas, deux essais assez opposés, celui de la Fiat 500 électrique et celui de la BMW M5 hybride rechargeable. Moi, de mon côté, je vais parler de mon essai du Hyundai Santa Fe XRT, que cette fois-ci, j'ai essayé bel et bien ici au Québec et pas en Colombie-Britannique. Et je vais également parler de l'actualité, mais comme on a dit, un peu plus sérieux, bien que je vous garde quelques petites affaires étranges pour la fin. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchar. Oui, William, on s'en vient plate. Je pense qu'on vieillit parce que la plupart des nouvelles qu'on a trouvées cette semaine, même toi, sont des nouvelles presque sérieuses. Ben écoute, hein, c'est pas toutes les semaines ou les 2 semaines que le monde de l'automobile peut nous donner plein de trucs étranges. Donc écoute, parfois il faut aller un peu plus loin, mais cette semaine je pense qu'on a assez de matériel pour seulement s'en tirer avec quelques blagues, peut-être au plus grand plaisir de nos auditeurs un peu plus techniques. Ouais, de toute façon, tu sais, on est toujours hyper sérieux dans tous nos commentaires. Alors, Ah oui, absolument, absolument. Et d'ailleurs, parlant de ça, ça me rappelle qu'on a été, tu l'as posté sur notre page Facebook, on a récemment été mis sur une liste par un site web. J'ai carrément oublié, j'avais pas prévu en parler, tu peux peut-être aller chercher le nom. Mais si jamais vous êtes un nouvel auditeur de cette liste-là, ben, premièrement, bienvenue à notre podcast et vous allez vous rendre compte que cette semaine, si on vous dit pas trop de niaiseries, c'est une exception plutôt que la règle, mais j'ai l'impression qu'on va réussir à en mettre quand même quelques-unes. et oui, on a été nommé sur une liste de podcasts geeks. Oui, c'est ça, c'est le titre du site que je me souvenais plus, mais merci beaucoup évidemment là, de nous avoir inclus sur cette liste-là. Bien entendu. Alors oui, on l'a dit, hein, cette semaine, des nouvelles, mais aussi des essais. Moi, j'ai vraiment fait deux essais totalement opposés et je trouvais ça très drôle parce que quand tu fais ça un après l'autre, c'est un peu particulier. Euh, j'ai commencé avec la Fiat 500 électrique. Tu auras compris, c'est une Fiat 500, c'est un petit véhicule, on parle de 3,5 mètres de longueur à peu près, pas très gros, avec mon physique de jeune homme qui a pris un peu d'inflation au fil des années. Euh, j'avais un Mais peu ça, c'est un peur. problème pour tout le monde, l'inflation, hein. Ouais. Ouais, mettons que. Toi, tu l'as eu vertical, moi, je l'ai eu comme horizontal, l'inflation. En tout cas, bref. Euh, j'avais un peu peur, en fait, de manquer d'espace parce que dans la Fiat 500 à essence, effectivement, je trouve que les sièges sont un peu trop étroits et je me sentais plus ou moins à l'aise. Or, dans la version électrique, on a changé les sièges, on a mis ça un peu plus large pour les épaules, ce qui fait que finalement, j'ai été super confortable dès que je suis rentré à l'intérieur. Et je dois te dire qu'avec ce véhicule-là, mon cœur est très partagé. Partagé parce que malheureusement, c'est vraiment pas un succès là, au niveau des ventes. Pour la troisième fois, Stellantis vient d'annoncer qu'il mettait une pause à la production des Fiat 500 électriques parce que ça ne se vend pas. Mais d'un autre côté, comme conducteur, j'ai eu un certain plaisir à conduire ça. C'est un petit véhicule qui est super maniable, super agréable, super le fun. Euh, Écoute, évidemment, c'est pas ultra rapide, c'est pas ultra puissant. Ça a les dimensions qui viennent avec. Hein? Donc, quand on est allé chez toi chercher un peu de stock, il y avait une espèce de gros bac, tu sais, les bacs là, en plastique dans lesquels souvent on range des décorations. Bon, il y avait ça, il y avait 2 sacs recyclables. Pour rentrer tout ça, j'ai dû abaisser les banquettes arrière parce que sinon, ça rentrait pas. Donc, évidemment, on n'est pas dans un véhicule ultra pratique. L'autre élément qui est peut-être pas si pratique, c'est au niveau de l'autonomie. Parce qu'on a une batterie de 42 kWh, donc ça nous donne une autonomie d'à peu près 225 km. Ça, bien entendu, tu le sais, c'est dans les conditions idéales. Donc, quand il fait relativement chaud, quand on est dans une situation intéressante, pas trop de difficultés. Bref, c'est pas beaucoup, 225 km, pour un véhicule dont le prix de base est d'à peu près 42 000 Donc, il faut vraiment voir la Fiat 500 électrique comme une deuxième voiture, comme une voiture d'appoint pour la famille qui vous permet de fonctionner en ville, en zone urbaine. Et de ce point de vue-là, c'est une petite citadine très agréable, très amusante. Elle est maniable, le freinage est efficace. On a quand même un peu de sensation de conduite. Je le dis, c'est comme un petit go-kart, c'est vraiment agréable. Ce qui me fait bien rire, c'est que
Fiat nous parle du 0,50, mais pas du 0,100. Ouais, ça montre quand même ce qu'on s'attend du véhicule, hein? C'est ça. Alors, évidemment, de 0 à 50, c'est pas pire, là, c'est 3,5-4 secondes. De 50 à 100, je pense que ça se mesure au calendrier, mais c'est vraiment pas fait pour ça. C'est vraiment un petit véhicule super agréable. Et évidemment, tu le sais, moi, j'aime les véhicules qui ont un look un peu différent. Dans le cas de la Fiat 500, on l'a tout à fait. On a l'espèce de... Les yeux avant, non, il n'y avait pas de cils après la mienne avant que tu le dises, William. Malheureusement. Alors, Mais t'as dit le prix, excuse, je reviens, là, mais t'as dit le prix 42 000 comme si c'était gros, mais pour un véhicule électrique, il me semble que c'est pas tant que ça quand même, là. le problème, c'est le 225 km d'autonomie. Ouais, mais C'est je que pense tu à la l'as- Mazda, là, la fameuse Mazda MX-30 qui ne s'est pas MX-30, vendue. voilà. Qui ne s'est pas vendue non plus et qu'on ne vend plus au Canada parce qu'elle avait 160 km d'autonomie, puis ça n'a pas répondu aux demandes. Mais elle était plus cher que ça, non? C'était en 43 ou 48 selon la version. Ah, d'accord, Euh, d'accord, oui, c'est ça. et Moi, dans les j'avais deux plus cas, autour de 50 là, dans la tête. Mais c'est oui. la même chose dans le cas de la Fiat. Il y a une version plus équipée qui est à 47 000 quelque chose. Là. Ah, Évidemment, ok, ouais, bon. évidemment, c'est admissible aux aides financières, 12 000 jusqu'au 31 décembre. Pour le Après moment. ça, pour le moment, c'est ça. Jusqu'au 31 décembre. Après ça, on perd 3 000 mais honnêtement, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et j'ai un auditeur qui m'a écrit, parce que j'en ai parlé sur une autre station de radio, et il y a un auditeur qui m'a écrit en disant « Vous êtes dur. » Il dit « Lui, il y en a une Fiat 500 électrique. Il y a 9000 km de fait avec. Oui, il y a un VUS pour les week-ends quand il part avec sa conjointe puis avec ses enfants. Il y a un autre véhicule, c'est clair. Mais lui, pour aller travailler, il fait aller-retour 74 km dans sa journée. Alors pour lui, c'est parfait. Et il disait qu'en 9000 km, 2 fois seulement, il a dû s'arrêter à des bornes de recharge rapide parce qu'il était trop loin de la maison. Et ça lui a coûté jusqu'à maintenant 22,50 $. Mais c'est ce que j'arrête pas de dire moi-même à l'émission, hein. Peu importe l'autonomie même du véhicule électrique, souvent, même quand on est rendu aux 600, là, je pense à l'Ioniq 6 avec la batterie, autonomie étendue, tout ça, même avec 600 km, il y a des gens qui disent oui, mais j'ai peur, j'ai pas envie d'aller devoir m'arrêter à une borne de recharge. Mais moi, je pense que c'est vraiment avec son mode de vie. Puis quand je pense aux 600 km, jamais tu vas vraiment... À moins que tu fasses un road trip gigantesque, tu pourrais pratiquement faire l'aller-retour Québec avec ton 600 km de Montréal, puis tu serais correct. T'sais. Fait que moi, je pense à cet homme-là, puis je pense qu'il fait exactement ce que je crois qu'il faut faire avec un véhicule électrique, c'est-à-dire avoir un mode de vie qui est adapté à ça et adapter son mode de vie à ça aussi. Donc, comme tu dis, il y a un autre véhicule pour ces trajets plus gros, que, écoute, moi, dans mon coin ici, ce serait peut-être même pas nécessaire vu que je suis vraiment en ville, mais je pense que c'est un bon exemple de ce qu'on dit depuis un bout, là. Exactement. Et tu l'as dit, toi, tu serais la clientèle parfaite pour ce genre de véhicule-là parce que ce serait plus facile à stationner, ce serait plus facile de promener en ville. Je te rappelle que mon essai, c'est le Hyundai Santa Fe, hein, donc le stationnement, on y reviendra. Oui, c'est ça, exactement. Mais la maniabilité, coincée dans le trafic, c'est nerveux, c'est le fun. Et le look, moi j'aime le look, je l'ai dit. Ma version l'intérieur était rouge, tableau de bord rouge vif. L'écran d'infodivertissement, c'est correct, c'est celui d'Alfa Romeo qu'on connaît, là. Espèce d'écran horizontal qui va bien, qui est rapide, qui n'est pas tout à fait aussi joli qu'on le souhaiterait, mais ça fait le travail. L'écran d'affichage un peu rond devant nous est complet. Donc, honnêtement, j'ai beaucoup aimé ma semaine au volant de la Fiat 500. Petit bémol, quand je l'ai ramené, moi, je reste sur la Rive-Sud quand même, un peu loin sur la Rive-Sud. Quand on ramène les voitures, normalement, par courtoisie pour nos collègues qui suivent, on essaie de la ramener à 70-75% de recharge pour au moins qu'ils puissent repartir avec sans trop de difficultés. Quand je suis parti de chez moi, j'étais à 100%. Quand je suis arrivé à Montréal, j'étais à 40%. J'ai donc dû m'arrêter dans une borne de recharge qui était pleine. Il a fallu que j'attende 20 minutes que les autres partent. D'ailleurs, petit message aux gens qui vont dans les bornes de recharge publiques. Vous n'êtes pas obligé d'attendre jusqu'à 100%. Quand vous êtes à 100%, sacrez donc votre camp. on sent l'expérience, hein? On sent que ça fait pas très longtemps que c'est arrivé, hein? Ah non, non, écoute, j'étais un peu... tellement, en fait, que je croyais qu'il n'y avait personne dans la voiture. Puis quand tu vas sur l'application, ça te dit à combien de niveaux est rendue la voiture. Et là, je voyais qu'il était à 100%. Ça fait 20 minutes que j'attends là. Et à un moment donné, j'ai vu le siège se relever. Monsieur dormait. Et il est parti, puis il s'est relevé, puis il est parti. C'est sûr que ça a dû coûter pas mal plus cher, lui, pour se recharger, parce qu'après 90%, les tarifs augmentent et la durée augmente. Mais bon,
tout ça pour dire que j'ai donc dû faire ça pour recharger un peu, pour être capable de ramener la voiture à un niveau raisonnable. C'est donc une des contraintes là, dans mon cas. Je suis un peu trop loin pour être le vrai utilisateur d'une Fiat 500 électrique, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé quand même la conduite. Will, toi, tu nous parlais du Santa Fe, mais avant, si tu permets, je vais te parler de mon deuxième, parce que je Oui. trouve que le contraste est définitivement trop grand entre les deux. J'ai parlé d'électricité avec la Fiat 500. Je vais vous parler d'électrification avec la BMW hybride rechargeable, bonne pour 43 km officiellement, selon BMW, mais c'est la BMW M5. Et là, on parle, si tu as des mots superlatifs, c'est à cette voiture-là qui s'applique. Ou même Okay. blasphématoire, hein? Oh, oui, je dirais que la première fois que tu accélères, que les pneus sont froids puis que la chaussée est un petit peu glissante, là, tu lâches quelques mots d'église bien sentis, je te dirais. Ben, moi, c'était pas la M5, mais c'était aussi une BMW. Compétition. Oui, compétition. Et je me souviens pertinemment qu'on était au téléphone ensemble et l'accélération, je ne peux qu'imaginer que ça devait être similaire ou même encore plus intense de ton côté, là. Oui, encore plus intense parce qu'effectivement, elle est hybride branchable. Donc, le démarrage se fait sur le moteur électrique, donc avec le couple immédiat. Écoute, le couple, là, c'est 738 livres-pieds de couple. Oh! Ouais, en fait, j'aime mieux le dire en Newton-mètre dans ce cas-là. C'est 1000 Newton-mètres. Ah, c'est bon, hein? C'est pile. C'est pile. C'est vraiment beau. 717 chevaux de puissance. C'est 10 de plus que ton truc compétition que tu as essayé. C'est la BMW la plus puissante qui a jamais été faite de série. Évidemment, c'est un moteur, c'est V8 4.4 qui est à l'intérieur. C'est un moteur qui fait que tu as 577 chevaux, puis tu as 194 chevaux supplémentaires qui s'ajoutent avec le moteur électrique. Bon, tu sais comment ça fonctionne, on n'additionne pas directement, là, mais ça fait une combinaison de 717 chevaux. 0-100, 3.5. Oui. C'était la X6 Competition, d'ailleurs, si on retourne dans nos épisodes, si jamais ça vous intéresse. X7 ou X6? La carrée, X7, le X6. dans tous les cas... Oui, le X6 est le plus rond. Le X7, dans tous les cas, on était dans les X, là, on était dans les VUS de mon côté. Donc, pas du tout. C'était pour ça aussi, d'ailleurs, que je disais que de ton côté, ça devait être encore plus intense, là. Oui, effectivement. Et, comme je te dis, moi, là, écoute, ça fait 0-100 en 3.5 secondes pour un véhicule qui, parce qu'il est doté d'une batterie de 42 kWh, est ultra lourd. On parle d'un véhicule qui fait 2400 kg. Hey, c'est l'équivalent d'un VUS, d'un gros VUS même. À 5500 livres, là, c'est l'équivalent d'un gros. Mais malgré ça, il fait le 0-100 en 3.5. C'est spectaculaire. Le couple est instantané. Le ronron du moteur est évidemment spectaculaire aussi, même si on le triche un peu en le modernisant à travers le système audio. Là. Système audio Bauer Wilkins, bien sûr, de haut niveau. Là. Mais c'était quoi le 0,50 de ta Fiat? C'est à peu près ça. Ouais, hein, c'était ce que je me disais. Exactement. Ah oui, c'est cool. Et en plus, ben là, on parle d'une M5. Donc, c'est basé sur la série 5, la nouvelle série 5, plateforme un peu plus longue. Un grand coffre. Hier, je suis allé tourner une vidéo avec le caméraman qui avait son trépied, tout son matériel qui était dans le coffre sans aucune difficulté. L'intérieur, évidemment, c'est confortable. Les sièges, tu peux les adapter comme tu veux. Ça te permet d'avoir un support incroyable. 2 écrans incurvés de 12,3 pouces devant nous. Donc, avec un système qui est un peu compliqué chez BMW, là, faut l'avouer, le système d'infodivertissement, il faut aller fouiller dans les menus. Par contre, il y a des boutons directs, des boutons haptiques, mais des boutons quand même, qui te permettent d'avoir accès, entre autres, au mode de conduite. Donc, tu peux passer au mode sport, au mode normal, au mode électrique. Et tu peux aussi aller configurer ta voiture parce que c'est une M, une vraie M. Donc, ça veut dire que tu peux aller changer la réponse de la direction, la réponse des suspensions, la vitesse des changements de rapport de la transmission. Tu peux changer la sonorité de l'échappement. Tu peux changer plein de trucs. Tu peux donc adapter tout ça. Tes suspensions sont adaptatives. Elles te permettent donc d'absorber les chocs le cas échéant, mais sont aussi extrêmement rigides sans être inconfortable. Donc, tu es capable de prendre des virages de façon assez appuyée. C'est un X-Drive, donc avec rouage intégral, mais qui a un penchant pour la propulsion. Donc, au départ, c'est une propulsion, ce qui est un petit peu troublant, je dois te le dire, parce que je suis allé à Québec. Et à Québec, ils ont reçu pas mal de neige il y a quelques jours, et il en reste un peu dans les rues, et il neigeait. Mes pneus étaient froids. Alors, quand je suis sorti de mon premier stationnement et que j'ai accéléré un petit peu trop brusquement, je t'avouerai que l'arrière a cherché à chasser un peu.
Il s'est rapidement repris. C'est un rouage intégral ultra rapide. Mais je ne m'attendais pas à cette réaction-là. Je t'avoue que après ça, j'y allais un peu doucement sur l'accélérateur, surtout en virage. Évidemment, j'ai pas fait le fou et j'ai pas conduit sur une piste. J'ai pas pu pousser la voiture comme j'aurais voulu. Mais BMW a vraiment mis le paquet pour en faire un véhicule de performance exceptionnelle. Je t'ai dit qu'il était lourd, mais on a quand même allégé des affaires. On a utilisé de la fibre de carbone pour les coques de rétroviseurs, pour le toit, par exemple. C'est en fibre de carbone. On a des freins aussi qui sont en carbone céramique, qui sont absolument ultra résistants. Bref, c'est à la fois une bête de course, mais à la fois une voiture de tourisme qui fait tout à fait le travail. J'ai fait 400 km dans ma journée avec la voiture et j'ai jamais eu de difficulté à le faire. Ça a vraiment bien été. C'est super agréable. Et au bout de la ligne, j'ai fait 9,1 litres au 100. Seulement. Ouais, seulement. Alors, évidemment, tu me diras que c'était sur autoroute, que j'ai utilisé abondamment le régulateur de vitesse parce que tu as tendance facilement à avoir le pied un peu trop pesant avec ce genre de véhicule-là. Donc, il fallait que je trouve une façon de me retenir. C'est que, outre la tendance, n'importe quelle petite variation, outre la tendance psychologique, je veux dire, n'importe quelle variation physique de ton pied fait que tu pars à 10-20 km/h de plus, là. Tu sais, c'est ça le problème avec ce genre d'affaires-là. C'est un petit monde un peu, là, rendu là. J'exagère, mais il faut savoir ce qu'on fait. Oui, absolument. Il faut savoir ce qu'on fait. Mais tu vois, la M5 a ce côté assez discipliné, plus qu'elle ne l'était auparavant. Moi, j'ai conduit les M3 puis les anciennes M5 qui étaient vraiment rigides, qui demandaient un certain contrôle et une certaine bataille à la limite avec le véhicule lui-même pour se maintenir. Dans ce cas-là, pas du tout. C'est une voiture qui se conduit du bout des doigts. On peut évidemment la rendre plus bête et méchante. Au volant, il y a les palettes, hein, pour permettre de changer les 8 rapports de la transmission automatique. Mais il y a aussi 2 petites palettes rouges, la M1 et M2, que tu peux programmer et qui vont te placer la voiture en mode M, donc en mode vraiment de performance. Alors, quand tu utilises un ou l'autre, ça change les réglages de la voiture et tu le sens aussitôt que tu l'utilises. Là, tu sens vraiment que tu as une réponse différente de l'accélérateur et vraiment une direction beaucoup plus précise. Faut vraiment mettre ça dans les bonnes mains, là. Moi, c'est ce que j'entends toutes les fois qu'on en parle. Oui, absolument. C'est pas une voiture que tu laisses à n'importe qui pour le plaisir, mais remarque que, pour être franc, quand tu regardes la facture, c'est pas non plus n'importe qui peut se la permettre. On parle d'un véhicule dont le prix de base est de 135 800 et ma version à moi valait 145 000 et quelques centaines, là, parce qu'on avait des fonctions particulières, l'assistance à la conduite puis des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment extrêmement incroyable. Mais tout a été pensé. Je veux dire, même les roues arrière sont des roues directionnelles qui sont capables de changer d'orientation de 1,5 degrés. C'est pas énorme, mais c'est suffisant pour te permettre d'avoir des virages beaucoup plus serrés, beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus précis, je te dirais, au niveau de la trajectoire. Donc, c'est littéralement, c'est probablement la meilleure BMW qu'on a fait dans ce mode-là, dans la version de performance. C'est une des plus spectaculaires. Inutile de dire qu'en plus, elle a de la gueule, elle est belle. La partie avant conserve quand même la grille, les deux reins stylisés, là, si tu veux, à l'avant, même si la grille a été un peu modifiée. Les lumières, tout est là vraiment pour en faire un véhicule exceptionnel. Pneus plus larges à l'arrière et plus gros à l'arrière qu'à l'avant, ce qui donne encore un peu plus de prestance, un peu plus d'allure musclée à tout ça. Donc, finalement, c'est une espèce d'athlète en tuxedo, là, la M5. Et vraiment, moi, je suis impressionné de ce véhicule-là. Il faut le conduire avec respect, tu le dis, mais elle est facile à maîtriser. Et si vous êtes un minimum vigilant, la voiture va vous aider à ne pas se faire mordre. Elle va vraiment être en mesure de répondre pour vous. Comme je dis, je ne l'ai pas essayé sur une piste. J'aurais aimé ça, mais évidemment, les circonstances et la température ne m'ont pas permis de le faire. Les collègues qui l'ont fait m'ont dit cependant qu'on ressentait un peu la lourdeur, hein. C'est inévitable. Quand tu as un véhicule qui fait ce poids-là dans des virages appuyés, ça rentre un peu trop solide. Mais d'un autre côté, on dit que c'est quand même relativement bien équilibré, que les suspensions font le travail. Bref, si jamais tu veux m'acheter un cadeau de Noël, tu peux la mettre sur ta liste. Mais honnêtement, il y a aucune chance. Je sais. Aucune chance. Non, mais tu sais, je me dis toujours,
Peut-être, dans un élan de générosité ou de folie. Il va falloir qu'on ait un méchant bon Patreon sur notre podcast avant que je t'achète ça pour Noël. Donc, vraiment, il faudrait qu'on ait un, là. Ouais, c'est ça, premièrement. Alors, ouais, ben, non, mais tout ça pour dire sérieusement que honnêtement, c'est un privilège que j'ai eu de conduire ce véhicule-là parce que j'aime vraiment cette conduite-là et pour moi, c'était parfait. C'était juste parfait. De Ben, ton moi, de mon côté, mon cher côté, William, toi, t'es dans le VUS, hein? ouais, c'est ça. Je vais peut-être pas nécessairement demander ça pour Noël, moi, de mon côté, mais pas nécessairement parce que c'est un mauvais véhicule, mais juste parce que, ben, comme on le mentionnait par rapport aux véhicules électriques, je pense que c'est quand même un argument qu'on peut faire pour tous les véhicules. Faut choisir un véhicule adapté à son mode de vie et il faut adapter son mode de vie à son véhicule. Je crois qu'avec le Santa Fe, en ville, ce que je me suis rendu compte, c'est que même pour un VUS que Hyundai appelle officiellement intermédiaire, on est quand même dans quelque chose d'assez volumineux. Hein? On est dans un 3 rangées. Bon, un petit 3 rangées, tu me diras, mais on est quand même dans un 3 rangées de série. Donc, avant, c'était une option. Et on est aussi avec la même version là, que j'avais été essayé. D'ailleurs, ça explique ma blague en introduction, que j'avais été essayé en Colombie-Britannique il n'y a pas si longtemps sur la Sunshine Coast. Et entre autres, on en avait fait l'essai là, à travers différentes conditions un peu hors route. Et j'avais pu essayer aussi toute la gamme. Mais cette fois-ci, j'ai essayé plus spécifiquement le modèle XRT, donc qui est, disons, milieu de gamme, hein, qui est le modèle un peu plus robuste, qui est le modèle peut-être un peu plus hors route aussi, hein, c'est du moins l'image qu'on veut en donner, même si, bon, à part quelques petites protections par-ci par-là, il était vert, là, ça fait un peu hors route nature, mais c'est pas non plus, on n'est pas on n'est pas dans les distinctions folles, là, ça reste quand même un véhicule qui peut parfaitement bien être utilisé au quotidien. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est pas si cher. Hein? C'est 47 000 oui, c'est ça le prix de base, plus 2 000 de frais. Donc, on se retrouve autour de 49 000, disons 50 000 avec les options pour la version XRT et même la version la plus haut de gamme. J'en exclus une, là, la version LNH, parce que elle est disponible en édition limitée, mais mettons qu'on appelle l'édition Ultimate Calligraphy la plus haut de gamme, on est quand même à 55 500. Donc, on n'est pas dans quelque chose là, de trop cher pour la taille. Hein? Puis aussi, on parle d'un look qui a été revu, d'ailleurs, avec la version que j'avais été essayée en Colombie-Britannique. Donc, on n'est plus du tout dans le look là d'il y a même 2 ans où c'était très rond, presque plus aérodynamique. Maintenant, on est plus dans quelque chose d'angulaire. Disons que si vous connaissez les Hyundai, on est plus dans l'Ioniq 5 que dans l'Ioniq 6, ou même à travers les gros VUS, je trouve qu'on a un look très Defender. Je trouve qu'on a un look très Land Rover, boîte un peu, là. Donc, l'arrière particulièrement est très Land Rover. Donc, c'est quelque chose qu'on aime ou on n'aime pas. Je me souviens, quand on était allé l'essayer, il y avait beaucoup de mes collègues journalistes qui étaient définitivement du côté on n'aime pas. Moi, personnellement, au début, j'étais d'accord avec eux, mais au fur et à mesure que je l'ai vu, j'ai commencé à l'apprécier. Puis franchement, je la verrais pas différemment maintenant. Là. Donc cette semaine, ben pas cette semaine, là, c'était il y a quelques semaines, mais dans tous les cas, la semaine que je l'ai essayé, franchement, j'ai trouvé qu'elle était assez jolie et je l'avais, comme je disais, de couleur vert foncé. Une couleur que j'ai appréciée particulièrement, là, il faut dire, quand on le compare au gris ou au noir qu'on voit habituellement. Je trouve que ça donne un look particulièrement intéressant. Ben, surtout, comme tu l'as dit, que tu avais la version XRT qui est supposée la version la plus hors route. Juste pour ton information, pendant que tu parlais, je suis allé vérifier les dimensions précises pour essayer de le comparer avec quelque chose. T'es plus long qu'un Jeep Wrangler. T'es plus gros qu'un Jeep Wrangler. Mais on appelle ça un VUS intermédiaire, c'est ça. Donc, t'es l'équivalent à peu près d'un Toyota Highlander, là, si ça peut vous situer en termes de... Et il est plus haut que le Highlander. Donc, t'as l'intermédiaire de grand format, je dirais, là. Oui, c'est ça. C'est ça que j'ai trouvé moi aussi. Là. En fait, même, j'ai trouvé que le Palisade, il n'y a pas une si grosse différence, en fait, là, entre les deux. Il est un petit peu plus gros, puis la différence, je vais la dire tout de suite, c'est la valise. C'est vraiment ça. J'ai l'impression que le Palisade, il est fait là, pour que comme t'es toujours 7 dans ton char, tout le monde prend toujours la dernière rangée, t'as encore de la place pour mettre tes valises. Mais le problème avec le Santa Fe, c'est que si on fait ça, si on relève la dernière rangée, ben c'est sur la longueur hein, qu'on perd versus le Palisade surtout. Donc, ce qu'on va perdre, c'est de l'espace de rangement à l'arrière. C'est sûr que si on avait 7 personnes,
peut-être qu'on aurait de la misère à mettre les bagages pour tout le monde pour rentrer en vacances. Mais quand on baisse la valise, pas la valise, plutôt la troisième rangée, la valise triple pratiquement, et là, l'espace de rangement devient vraiment intéressant. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être une troisième rangée occasionnelle, qui va pas nécessairement être le même principe que quand on va s'acheter les VUS de grand format. Donc, je pense que c'est dans cette optique-là que Hyundai appelle ça un VUS intermédiaire. Rapidement, là, au niveau du moteur, parce que c'est franchement pas ça qu'on regarde, c'est 277 chevaux de puissance, 311 livres-pieds de couple. Donc, on est quand même dans quelque chose d'intéressant. On n'est pas en train de manquer là, de puissance. On n'est pas en train de se dire qu'on en voudrait plus. L'accélération est quand même intéressante. Rentrer sur l'autoroute, même avec un véhicule qui, je vous le cache pas, est extrêmement lourd. Hein? Veux pas, quand on a un véhicule de cette taille-là, ça fait bien de la tôle. Donc, c'est quand même un véhicule qui est extrêmement lourd, mais qui réussit à s'en tirer assez bien. Donc, on n'a pas l'impression là d'être au volant d'un gros Tonka à ce point-là quand on le compare avec d'autres véhicules du même genre. Par contre, comme je disais, c'est pas ce qu'on regarde. Hein? Même si on a le rouage intégral, même si c'est un turbo compressé, je pense que ça va être un véhicule qu'on va surtout s'acheter pour le côté pratique, pour le côté confortable. Puis à ce niveau-là, franchement, j'ai été assez satisfait. Bon, encore une fois, je le cacherai pas. Habituellement, Hyundai, j'aime bien ce qu'ils font. J'aime bien leur système d'infodivertissement. Je trouve qu'il est facile d'utilisation. Je trouve qu'il est, outre ça, simple en termes de design aussi. Hein? Donc, on parlait de celui de BMW qui est complètement à l'autre bout du spectre en termes de complexité. Donc, j'aime bien ce que Hyundai font. Et je trouve qu'ils ont certaines idées qui sont intéressantes, qui sont assez uniques aussi en termes de fonctionnalité. Parce que bon, encore une fois, les caméras, il y a un bon système de caméras par contre sur le Santa Fe, ce qui est particulièrement agréable pour un véhicule de cette taille-là. Donc ça, je vais lui donner. Mais tu sais, on est habitué maintenant hein, avec les systèmes de sécurité qui te gardent dans la voie. Presque tous les véhicules aujourd'hui vont être dotés de ce genre d'affaires-là. Par contre, je trouve que ça va être vraiment dans les fonctionnalités un peu plus exclusive, un peu plus étrange que le Santa Fe va se démarquer. Premièrement, le double port de recharge sans fil à l'avant. J'adore ça. C'est extrêmement pratique. Donc, à la fois, le passager et le conducteur peuvent mettre leur téléphone et le faire en recharge sans fil. Donc ça, je peux dire que ma femme a beaucoup apprécié de pouvoir juste laisser son téléphone là sans avoir besoin de gosser avec les fils. D'ailleurs, au niveau des fils, on a aussi des branchements pour USB-C. Donc ça, c'est aussi un avantage. Ce qui me fait toujours capoter quand je pense au fait que les Genesis, qui sont supposés être la marque haut de gamme de Hyundai, l'ont toujours pas. Mais bon, à ce niveau-là, dans le Santa Fe, on est vraiment servi. Puis il faut que j'en parle aussi, c'est pas sur la version XRT, c'est sur la version Ultimate Calligraphy. Mais si jamais vous le voulez, il y a aussi un compartiment à stérilisation par lumière UV, si jamais ça vous intéresse, qui est disponible. Et je l'ai essayé avec mon cellulaire en Colombie-Britannique. J'ai pas le pouvoir de voir les germes, mais j'ai aucun doute que ça a vraiment détruit 99,9% des bactéries. Mais quand même, je trouve ça assez intéressant. Ce qu'on nous a dit, dans le fond, à propos de ça, c'est que c'était surtout quelque chose qui était populaire sur le marché asiatique et que nous, on se ramassait avec ça parce qu'ils produisent, donc autant nous le donner, mais que c'était pas nécessairement quelque chose qui était en grande demande ici. Donc avant qu'on me pose la question, parce que je sais que c'est quelque chose qui avait fait sourire beaucoup de gens, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est disponible. Et comme je l'ai mentionné rapidement aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va être une édition limitée. Il y a effectivement une édition LNH. Donc si jamais vous êtes un grand fan de hockey et que vous voulez vous déplacer à l'image de votre équipe, ou encore si jamais vous avez envie que votre véhicule se fasse démolir avec un logo des Bruins ou des Maple Leafs dans le centre-ville de Montréal, grand bien vous fasse. Je te dirais qu'avec les résultats des Canadiens de ce temps-là, il n'y a pas grand-chose qui va m'inciter à conduire un char avec le logo des Canadiens non plus. Là. Écoute, peut-être les Nordiques sont-ils disponibles? Pas encore, je pense. Malheureusement. Ah bon, écoute, ce serait probablement celui-là qui serait plus populaire en ce moment, mais malgré tout, elle est disponible. Donc, c'est ce que je veux dire par « il nous offre des choses ». D'un certain côté que personne n'a vraiment demandé, mais de l'autre qui au moins font un peu sourire, qui au moins donne un peu hein, un caractère un peu unique, je dirais, au Santa Fe. Donc, somme toute, je dirais que c'est quand même un bon véhicule pour ce que c'est. La consommation aussi, je voulais en parler. J'ai pas été surpris parce qu'on était quand même dans ce que le manufacturier nous dit. Donc, eux, ils annoncent 10,8 litres au 100 en combiné, 12,2 litres au 100 en ville. Donc, moi, j'ai fait davantage autour de 11 ou 12 litres au 100, mais je suis en ville. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est exceptionnel là, pour la taille, mais on n'est pas non plus dans quelque chose qui est beaucoup trop gourmand parce que ça reste quand même un véhicule assez lourd.
Mais il faut rappeler que les versions de base sont hybrides. Hein. Il existe une motorisation hybride pour le Hyundai Santa Fe. Donc, ça te permet de voir à ce moment-là une consommation un peu réduite. Tu vois, avec l'hybride, on annonce une consommation qui est un peu plus basse, évidemment, là, que ce que tu as pu faire de ce Moi, je côté-là. vois Donc, 6.9 en combiné, là. Donc oui, c'est quand même pas mal. C'est sûr que les versions, comme tu dis, hybrides, ce sont les versions de base. Donc, on va pas avoir accès à nécessairement tous les accessoires, toutes les fonctionnalités. Mais tu as raison, là, que si on parle de consommation, c'est possible d'aller avec ça. D'ailleurs, ça a été un point que j'ai relevé aux gens de chez Hyundai. Ça m'a surpris qu'on n'ait même pas accès à cette hybridation-là dans les modèles plus haut de gamme. Selon moi, ça aurait pu être intéressant. Mais je crois qu'on a mis l'accent sur la puissance, vraiment, et sur le côté plus dynamique, qui, je crois, est assez réussi pour un véhicule qui reste, comme je le disais, d'assez grande taille. ben, je t'expliquerai que la version LNH est maintenant disponible en version hybride. Ah ouais, bon, ben génial, génial. Parce que selon la fiche technique que j'ai devant les yeux, c'est pas le cas là, pour la version XRT, malheureusement. Ben écoute, t'as un bel essai. Moi, faut aimer le style. Hein. Les gens sont un peu réticents à l'égard du style du nouveau Santa Fe. Moi, j'aime beaucoup. Évidemment, il faut aimer le style, mais c'est un bon véhicule, je Je pense. pense qu'on s'y habitue au style. Hein? Je pense que surtout, c'est que le Santa Fe était très iconique. On en voyait beaucoup sur la route. Puis bon, quand on change de manière aussi drastique un modèle déjà connu, c'est Ouais, certain que ça ça- amène son lot de critiques, je crois. exactement. On va passer à l'actualité, si tu permets, William, parce qu'il y a beaucoup de petites nouvelles dont on veut parler ce matin, aujourd'hui. Une, moi, qui a frappé mon imagination au cours des derniers jours, c'est une décision de Toyota qui a confirmé le retour de la Toyota Celica pour 2027. C'est une grande décision parce qu'on ne sait pas trop. La Celica, bon, tu le sais, là, ça a été un véhicule qui a été iconique dans le passé. Les gens l'aimaient beaucoup. Mais les dernières générations n'étaient pas très puissantes. Or là, même si on n'a aucun détail quant à ce qui s'en vient, on nous dit que ça pourrait être un moteur qui pourrait aller jusqu'à 600 chevaux. Évidemment, j'ai un certain doute, mais je te dirais que ça ne m'étonnerait pas de le voir partager le moteur de 300 chevaux de la Toyota Corolla GR qui est déjà sur les routes. Donc, honnêtement, c'est une bonne nouvelle, mais ne retenez pas votre souffle, je vous l'ai dit, c'est pour 2027. Et on n'a aucune idée, mais j'insiste, aucune idée quelle sorte de motorisation et quelle sorte de look le véhicule va avoir. Donc, bonne nouvelle pour les amateurs. La réponse, c'est soyez patients pour le reste. On verra ce que ça va donner. Mais Toyota a enregistré le nom et a déposé ce nom-là comme brevet pour être sûr de le protéger pour quelques années encore. Donc, disons que ça regarde bien pour les amateurs. C'est le fun. Dans un autre ordre d'idée, ouais, c'est le fun. Dans un autre ordre d'idée, Pacifica, la Chrysler Pacifica que moi, j'aime beaucoup dans sa version hybride branchable et dans sa version, elle est assez luxueuse, il faut le dire. Ben là, on nous a promis une version électrique de la Pacifica. On veut évidemment aller chercher un nouveau marché, donc on n'a pas, encore une fois, pas beaucoup de détails là-dessus. On sait seulement que ça va exister. On veut la compétitionner avec ce qui se fait déjà, mais en version 100% électrique. Et on nous dit que ça ne sera pas inspiré de la Airflow de Chrysler qu'on nous a présenté, mais plutôt du prototype qui s'appelle Alcyon. Je ne sais pas ce que c'est Alcyon, je suis sûr que tu vas m'expliquer d'où ça vient, mais le mot Alcyon, c'est un prototype donc qu'on a présenté du côté de chez Stellantis et c'est ça qui va servir d'inspiration pour la nouvelle Chrysler Pacifica 100% électrique, mais encore une fois, 2027, peut-être 2026 si on est chanceux, mais pour le moment, on n'est pas rendu là. Et une dernière petite nouvelle qui, elle, est peut-être un peu moins réjouissante, c'est du côté de chez Nissan. Tu sais que chez Nissan, ça ne va pas super bien. La compagnie a diminué de 20% ses capacités manufacturières, a coupé jusqu'à 9000 emplois, ce qui est énorme, évidemment. Et on sait qu'elle a vendu des parts qu'elle détenait dans Mitsubishi. Or, Renault est en train de faire la même chose avec Nissan. On dit qu'ils ont déjà possédé 46% de la compagnie et qu'actuellement, ils sont en bas de 40%, ce qui est quand même une différence assez notable. Et si on va plus loin, ben, il y a des dirigeants de chez Nissan qui ont confirmé que si la compagnie n'avait pas d'investisseurs d'ici 12 à 14 mois, ben, ça pourrait être la fin pour Nissan qui manquerait de liquidité. Bon, évidemment, c'est un scénario catastrophe, mais on sait que la compagnie Nissan s'est associée avec Honda au cours des dernières semaines pour la création de nouveaux modèles, notamment de nouveaux modèles électriques. Et bien sûr, on est allé chercher l'opinion de Carlos Ghosn, l'ancien président de Nissan, qui est toujours quelque part au Liban et qui ne sort pas de là parce qu'il va se faire arrêter. Au moins, il est Qui a sorti dit... de la boîte, là. c'est ça, exactement. Carlos Ghosn qui se dit, écoutez,
L'association avec Honda, à mon avis, c'est n'importe quoi. Ça m'étonne énormément. La seule chose que je peux voir, c'est que Honda veut prendre le contrôle de Nissan et que Nissan et Mitsubishi pourraient tomber sous la coupe de Honda et que ce serait Honda qui serait, comme il l'a dit, dans le siège du conducteur. Alors, ça va être à Quel suivre. jeu de mots incroyable, Monsieur Gon. Oui, bien sûr. On sent tout l'humour du président, mais ça va donc à surveiller parce que si c'est vrai, ça veut dire qu'on doit faire des annonces d'ici 6 à 7 mois. Et ça, c'est assez rapide dans le monde de l'automobile. Donc, on va voir ce qui se passe. On sait que dans certains pays, Nissan a reporté le lancement de quelques modèles. On verra donc ce que ça va donner chez nous. Mais pour le moment, ce sont les rumeurs qui persistent actuellement dans le monde économique. Ben, c'est génial. Et pour répondre à ta question, et ça me permet de parler de grec ancien, ça vient de Halkuon, qui signifie Martin pêcheur. Ça fait référence en anglais aussi à quelque chose qui peut être serein ou paisible, tel le Martin pêcheur. Donc, je crois que c'est davantage dans cette idée-là qu'on appelle ça Halcyon, Halcyon. Parfait. Alors, je savais que tu trouverais. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai laissé chercher. Ben, De ton ça me fait côté, Will? plaisir. Ben, premièrement, je vais te dire quelque chose qui me déçoit vraiment beaucoup. Parce que, bon, on le savait depuis quand même longtemps, depuis mars 2023, que GM se prépare à carrément enlever là, tout ce qui est Apple CarPlay, Android Auto pour utiliser son propre système d'infodivertissement et son propre système de connexion avec le téléphone intelligent. Après ça, quand on a appris ça, il y a eu plein de sondages, même d'études qui ont été faites. Tout ce qu'on a appris, c'est que le monde, il voulait pas ça. En gros, là, les consommateurs ne veulent pas ça. Les consommateurs aiment Apple CarPlay, aiment Android Auto, aiment l'intégration spécifiquement avec leur téléphone et ne veulent pas avoir besoin de se réhabituer avec un autre système. Ben, malheureusement, GM dit ben, on s'en fout. Hein? En tout cas, c'est du moins ce que Baris Setenock, le vice-président senior logiciel et services, a dit dans une entrevue il y a pas très longtemps avec The Verge, où, en gros, ils ont dit que c'était pas grave ce que les consommateurs voulaient, parce que eux, ce qu'ils visaient, c'était une intégration verticale, c'est-à-dire que tout, de la navigation au porte, au coffre à gants, à la climatisation, serait contrôlé par le même ordinateur, pourrait potentiellement même être contrôlé à partir de son cellulaire. Donc, c'est un peu ça leur vision des choses. Mais moi, j'ai besoin de te poser la question. C'est pas un peu se tirer dans le pied quand on voit que c'est littéralement pas ce que veulent les clients qui achètent les véhicules? Je suis obligé de te dire que de plus en plus, les manufacturiers sont moins sensibles aux demandes des consommateurs et se disent, ben, on va leur imposer, puis ils n'auront pas le choix. C'est de plus en plus comme ça que ça fonctionne, surtout au niveau de ces systèmes-là. Tu sais, les conduites autonomes, là, il n'y a pas tant de monde qui en ont demandé, là. C'est leur argument en plus, ils disent non, mais notre Super Cruise va être tellement incroyable que ça va être ça qui va faire que les gens vont se tourner vers nous et vont finir par adopter notre système, même si c'est pas ce qu'ils veulent. Ouais, ben, J'en doute. moi aussi, j'ai un sérieux doute là-dessus. Là. C'est pour ça que je te dis, moi, je suis un peu déçu de ce qui se passe actuellement du côté des manufacturiers qui n'écoutent pas ce que les gens veulent et qui en font qu'à leur tête. À un moment donné, ça va leur rebondir dans le visage. Mais du côté de GM, par contre, ils vendent des voitures de ce temps-là. Ils sont vraiment parmi les stars du marché. Alors, je pense que c'est vraiment eux autres qui vont... En tout cas, ils devraient être capables de s'en tirer malgré tout. Et ils sont capables de réagir rapidement. S'ils voient que vraiment c'est un handicap aux ventes, à mon avis, ils vont réagir rapidement. J'imagine qu'on le verra, mais je suis d'accord avec toi qu'on voit ça de plus en plus, et pas juste de la part des manufacturiers. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de compagnies en tant que telles de nos jours qui écoutent pas vraiment leurs consommateurs et imposent, je pense à Netflix, toutes leurs mesures de publicité, de changement de compte. Là, je veux dire, c'est juste un exemple, ça n'a pas rapport avec l'automobile, mais je pense que c'est quand même un mouvement assez populaire du côté des grandes entreprises, malheureusement. Puis quand j'entends des choses comme, ben là, des compagnies qui pourraient être sous l'égide t'as dit Honda, je crois. Ouais. Donc, c'est sûr que là, ce serait encore davantage vrai là, si Honda contrôle 3 ou 4 marques de plus que ce qu'ils ont déjà. Malheureusement, je pense qu'on s'en va encore plus vers ça. Maintenant, on va continuer à parler de Hyundai avec la Hyundai Ioniq 9. Donc, on parle bien sûr d'une électrique. Hein? Toutes les Ioniq vont être des véhicules électriques. Et l'Ioniq 9 a été dévoilé officiellement au Salon de l'Auto de Los Angeles. Il y a quelques semaines, on avait eu un avant-goût là, avec quelques photos de silhouettes et de phares. Mais là, on l'a vraiment pu la voir. Puis,
franchement, je suis quand même satisfait. Ça ressemble pas mal au Santa Fe, c'est drôle, hein, parce que on a un peu la même boîte arrière angulaire, mais c'est moins droit un peu, c'est moins carré en tant que tel que le Santa Fe, mais on a quand même un look qui lui ressemble. Évidemment, on est dans une version de pratiquement de la Kia, du Kia EV9, hein? C'est Eh oui. pratiquement le même véhicule. Faut se rappeler qu'en Corée, Kia et Hyundai, ce sont des compagnies sœurs, donc ils développent leurs véhicules ensemble. Ici, au Canada, c'est pas le cas, mais bon, en Corée, c'est le cas. Donc, on est dans quelque chose qui est extrêmement similaire sur tout ce qu'on peut savoir du point de vue technique, mais c'est vraiment surtout le côté, justement, comme je disais, Hyundai un peu unique, surtout au niveau du design, hein, parce que évidemment, vous comprendrez que on sait pas trop, on sait pas trop où ça s'en va, tout ça, outre le fait qu'on a 540 km d'autonomie de la même façon que le V9. Ce qu'on nous a dit, en gros, c'est que c'est un EV9 avec un châssis différent. Pour le Ouais, moment, c'est pas mal ce qu'on nous a dit. Peut-être qu'il va y avoir d'autres changements, mais je crois pas qu'on va se retrouver avec un véhicule là, à ce point unique là, de son cousin chez non, Kia. c'est pas le châssis, c'est la carrosserie, La excuse-moi de te carrosserie, reprendre. oui, désolé. Oui, la carrosserie, c'est ce que je voulais dire. Mais oui, en fait, puis le pire, c'est que les particularités technologiques que je trouvais cool, on les aura pas. Par exemple, comme les rétroviseurs qui étaient des caméras, mais Ouais, ben c'est pas ça. permis en Amérique. Alors, on les aura pas. Les sièges de deuxième rangée qui se retournent pour faire une espèce de lounge, on l'aura pas, c'est pas permis chez nous non plus. Donc, les particularités que je trouvais les plus intéressantes du Ioniq 9, on les aura pas malheureusement. Pour le reste, tu as raison. Et en même temps, ça doit te faire plaisir parce qu'on est allé chercher le design qui n'est pas sans rappeler la Ioniq 5 non plus. Là. Les lumières pixelisées. Ben, toutes les Ioniq, hein, il faut le dire, ont ce genre de design-là pixelisé. Même du côté du Kona EV, on a ce genre de design-là pixelisé. Donc, c'est vraiment quelque chose que Hyundai veut mettre dans tous ses véhicules électriques. Évidemment, moi, j'aime beaucoup en avant la ligne de pixels là, pour faire les phares, pour connecter les phares. J'aime vraiment ça. On imagine aussi qu'il va avoir le même style de système d'infodivertissement. Hein? Donc, à ce niveau-là, on peut s'attendre à quelque chose de similaire même au Santa Fe que j'ai parlé en début d'émission. Donc, c'est sûr que ce qui va être intéressant, c'est de voir quel genre de fonctionnalité peut-être unique on va pouvoir avoir à travers tout ça. Est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose qui va ressembler peut-être à ce que tu viens de mentionner qu'on n'aura pas ici, avec peut-être une intégration de caméra intelligente. Donc, ça, c'est les choses qu'on ne sait pas pour le moment. On n'a pas encore eu les derniers détails. Mais ce que je peux dire pour le moment, c'est que si jamais vous êtes à la recherche d'un véhicule 3 rangées électriques, ben au moins maintenant, il va y avoir de la compétition sur le marché, même si ça reste une autre version du même véhicule. Effectivement. Et comme je te dis, dans 2 ans, ben, vous aurez la patience d'avoir la Pacifica électrique qui va être la minivan, qui va être en compétition avec ces mêmes véhicules-là, 7 passagers. Donc, je pense que c'est un créneau qui est en train de se développer parce qu'on veut justement rendre les véhicules familiaux plus intéressants en version électrique. Et là, c'est un bel exemple. Maintenant, sur une note un peu plus peut-être sérieuse, même si ça reste un peu cocasse de se poser ce genre de questions-là, je vais te parler des véhicules les plus meurtriers. Donc, évidemment, ça se base sur des données américaines, avant que je te dise quoi que ce soit, mais c'est une enquête de IC Cars, qui est une firme de recherche américaine. Ça se base sur les données de l'IIHS. Écoute, évidemment, c'est pas drôle parce qu'on parle d'accidents mortels, mais de l'autre côté, est-ce qu'il y a vraiment un lien à faire entre les modèles de véhicules et les accidents mortels? C'est ce qu'on se demande à travers cette enquête-là. Ce qui peut sembler une question un peu étrange parce que, bon, non, on pourrait dire, mais je te parle du top 10, donc on commence par le bas. Premièrement, la variable, là, c'est calculé en taux d'accidents mortels par milliard de milles. Donc, la raison pour laquelle c'est calculé de manière un peu étrange, c'est qu'on veut non seulement prendre en compte le nombre d'unités qui ont été vendues, mais à quel point ces unités-là ont été utilisées. Hein? Donc, plus ils ont parcouru de milles, évidemment, plus on s'attend à ce qu'il y ait un nombre d'accidents mortels grand. Donc ici, c'est vraiment le ratio le plus grand, le taux d'accident mortel le plus haut. Et au début, on est entre 8 et 10. Donc les 5 premiers modèles, on est entre 8 et 10 accidents mortels par milliard de milles. Et quand on commence avec les 3 premiers modèles, on a le Buick Envision, le Kia Forte et le Buick Encore GX. Est-ce que tu te souviens, pas plus tard qu'au dernier épisode, on parlait d'un sondage à propos des véhicules avec le plus gros taux de consommation d'alcool au volant?
Ouais, c'est ce que je Euh, disais. Buick me semble un peu trop présent dans ce genre de palmarès-là. Écoute, je ne sais pas c'est quoi le facteur derrière tout ça. Je ne sais vraiment pas. Mais si j'étais chez Buick, je me poserais franchement des questions parce que c'est même le même modèle pour la Buick encore GX. C'était le Envista, le numéro 1 pour l'alcool au volant. Ici, c'est le Envision, donc c'est pas le même modèle, mais quand même, le Buick encore GX est encore présent. Kia Forte, comme je le disais aussi, qui est là-dedans. Plus on monte, on va arriver avec un Mitsubishi Mirage Berlin, la Tesla Model Y, et d'ailleurs Tesla, c'est la marque qui a le pire score malheureusement avec 5,6 taux d'accident de taux d'accident mortel, là, 5,6 accidents mortels par milliard de mille. Kia est à 5,5. Donc c'est vraiment les deux de loin parce que après ça là, le troisième c'est Buick avec 4,8. Donc, on est quand même là, de loin en avance chez Kia et Tesla. Donc, peut-être que là aussi, je me poserais des questions. Maintenant, si on entre dans le top 5, on va peut-être voir un peu plus la tendance. On a le Honda CR-V hybride. Donc là, le top 5, on est dans 13,2 pour le CR-V jusqu'à 13,9 pour le premier. Donc on est vraiment là dans un top 5 ou flop 5 peut-être, un top 5 peu désirable, très serré. Donc on a la Honda CR-V hybride et là on commence vraiment à voir des choses que je m'attendais. On a la Porsche 911, on a la Wow! Mitsubishi Mirage à Hayon, on a la Chevrolet Corvette et le véhicule avec le plus haut taux d'accident mortel, c'est le Hyundai Venue. Wow! Moi, ce que je vois Est-ce que là-dedans, c'est c'est que c'est des... directement lié à l'auto? Ben, je pense qu'on voit... Écoute, c'est difficile à dire. Premièrement, je pense qu'on voit qu'il y a des véhicules, des petits véhicules bas de gamme. Hein, je pense que ça, on l'a vu. On a Ouais. Mitsubishi Mirage, on a Hyundai Venue. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs derrière tout ça. Ben, nécessairement, peut-être que les technologies de sécurité, peut-être que ça va être un petit peu moins avancé, un peu moins sophistiqué. Mais outre ça, c'est tous des véhicules qui ont des bonnes notes de sécurité. Là, c'est pas des véhicules qui ont un problème majeur dans leur conception. Mais moi, je pense plutôt que c'est un problème par rapport au public qui achète peut-être ce genre de véhicule. Donc, si on regarde des véhicules bas de gamme, ben, c'est peut-être pas nécessairement les personnes qui sont les plus expérimentées sur la route, hein, ou c'est peut-être pas les personnes qui vont prendre leur véhicule extrêmement souvent. Si on s'achète un Hyundai Venue parce qu'on prend son véhicule 2 fois par année, ben c'est certain que non seulement on risque d'être moins expérimenté sur la route, mais en plus on parcourt pas énormément de milles dans ce cas-ci. Donc si on a un accident mortel, il peut être encore plus représenté de manière peut-être injuste dans des statistiques comme ça. Donc je pense que ça c'est un des facteurs. Puis aussi l'autre catégorie qu'on peut voir, Chevrolet Corvette, Porsche 911. Ben là, hein, je pense qu'on sait tous qu'est-ce qui se passe quand on est au volant de véhicules comme ça. Tu l'as dit tantôt aussi en parlant de ta BMW. C'est pas nécessairement que c'est des véhicules qui sont inhéremment dangereux, mais c'est des véhicules qu'il faut respecter, c'est des véhicules qu'il faut connaître en profondeur pour être capable de pousser. Puis souvent, c'est des véhicules que je crois que les gens vont apprécier davantage pousser peut-être que le Hyundai Venue, là, parce que quand on profite de ces 120 chevaux au complet, on n'a peut-être pas le même sentiment qu'avec la Porsche 911. Là. Donc, Que t'es rendu exigeant, ça n'a pas de bon sens. c'est probablement le seul véhicule que j'ai trouvé qui me manquait vraiment quelque chose, là, malheureusement. Puis j'aime Hyundai, là, ça vient d'un gars qui aime Hyundai, mais le Venue, là, non, ça c'est pas, non, non, non. Mais bon, dans tous les cas, je pense que c'est quand même intéressant de voir ça. C'est quoi les trucs qu'on en retire? Comme je disais, on va avoir des véhicules plus petits, des véhicules peut-être moins dispendieux, on va avoir des véhicules sportifs, puis on va avoir des Buick apparemment. Ça, c'est vraiment la partie que je comprends pas. Moi non plus, j'avoue que Buick, là, dans les deux classements, je suis pas sûr de comprendre pourquoi, là, mais surtout, tu sais que c'est pas une clientèle typique, dans le sens où, tu sais, là, les gens qui achètent, je sais pas moi, des Porsche, on s'attend à une certaine, des gens qui aiment une certaine conduite, tu sais. Mais un Buick, tu as différentes variétés, c'est pas si dispendieux, c'est vraiment particulier, je suis pas sûr de comprendre vraiment. Là. Moi non plus, je sais pas exactement, faudrait qu'on fasse une étude plus poussée là-dessus. Mais là, au moins, c'est le temps de parler de choses peut-être un petit peu plus fun que les accidents mortels, là, s'il vous plaît. On va commencer par parler de quelque chose que c'est clair que nos auditeurs ont vu parce que ça l'a fait le tour de l'Internet, le nouveau logo de Jaguar. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben, le nouveau logo, à la limite, ce serait pas si mal. Il y a des notions intéressantes, il est plus épuré, on joue avec le J inversé pour le R à la fin. C'est sûr qu'il faut comme rajeunir un peu une certaine marque. Là où ils se sont vraiment tirés dans le pied, c'est toute la campagne qui a accompagné ça, incluant leurs vidéos.
complètement en dehors. Tu sais, là, tu sais pas trop si c'est une annonce de vêtements, si c'est une annonce de peinture, mais c'est certainement pas une annonce de char. Il n'y a aucune voiture, il n'y a rien qui rappelle. Et mon problème, en fait, c'est il n'y a rien qui rappelle l'automobile. Il n'y a rien qui rappelle vraiment le changement, l'évolution. Puis il n'y a rien qui rappelle l'héritage de la marque non plus. Qui se sont, à mon sens, tirés dans le pied et les commentaires sont extrêmement, extrêmement négatifs et je pèse mes mots. Là. Ah ouais, non, j'ai vu un gars sur Facebook à dire que c'était un design communiste. Ah oui, c'est cool. J'ai Mais beaucoup ça, là, aimé par contre, cet argumentaire communiste. Je vois pas comment est-ce que Jaguar Land Rover peut possiblement être une compagnie. En fait, c'est Jaguar maintenant, c'est plus Jaguar Land Rover. ouais. Je sais pas comment est-ce que Jaguar peut possiblement être communiste, mais j'ai bien aimé ce Ah non, mais commentaire. écoute, il y a eu toutes sortes de commentaires. Et là, tu as les grands analystes marketing qui disent, vous savez, dans le fond, c'est peut-être une espèce de blague introductive à ce qui s'en vient pour nous montrer un véritable changement. Moi, je pense que oui. Là, ils n'auront pas le choix parce qu'ils se sont tellement plantés sur celle-là qu'il va falloir qu'ils la fassent dériver vers quelque chose d'autre. Mais je suis pas convaincu. Et je sais pas si tu as vu la photo, l'espèce de partie de voiture qu'on nous a montrée, qui va être dévoilée le 2 décembre d'ailleurs. Tu regardes ça, là, la partie arrière, Mhm. la première chose que j'ai pensé, c'est que ça a l'air des bouches d'aération dans des édifices publics. Tu sais, les grilles chromées, là, ça a l'air de ça. C'est effectivement le look que ça a. Ouais, puis écoute, hein, Jaguar, c'est pas leur première décision qu'on questionne sur le podcast. Hein. Puis je suis d'accord avec toi que le logo rond, moi je l'apprécie, mais c'est le logo où il est simplement écrit le mot Jaguar que j'ai un peu de difficulté à concevoir. Puis en fait, ça me rappelle aussi un autre truc qui est peut-être un peu moins connu, là, qui a peut-être un peu moins fait le tour de l'Internet, mais Audi a fait quelque chose de similaire aussi avec les modèles qui vont sortir en Chine. Donc ça, c'est pas un changement de logo là, pour toute la marque. C'est pour une autre gamme qui a été faite en partenariat là, avec, je vais le dire, avec SAIC, qui est une entreprise de moteurs, de motorisation en Chine. Mais c'est exactement le même principe où c'est juste Audi écrit en lettres en avant. Ouais, c'est ça. C'est avant c'était Audi. Maintenant, c'est Audi parce que c'est en majuscule. Tout est Ah en ouais, c'est majuscule. vrai. C'est vrai. C'est Audi! Écrit en avant. Ils ont fait ça avec Exactement. Sega, hein. Ça date déjà des années 80-90, faire ça, créer ça parce que c'est en majuscule. Donc, c'est peut-être le même principe avec Audi, mais dans tous les cas, je préfère de loin les anneaux ensemble que le nouveau logo de Audi. Même, je dirais que le nouveau logo, ben, pour la gamme, là, je répète, là, ils vont pas changer ça pour tous les véhicules. Je dirais que ce nouveau logo-là est même pire que celui de Jaguar. De loin, là. Même Ouais. celui où il est juste écrit Jaguar, ça a encore moins de style. Là. Je suis d'accord. C'est vraiment. On a vraiment voulu aller quelque part, mais en tout cas, on ne sait pas trop où. On verra ce que ça va donner. Mais tu l'as dit, c'est réservé à la Chine. Mais je t'avoue que celui de Jaguar, j'ai rarement vu un lot. Et là, tout le monde dit, ah, vous savez, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Non. Pas quand tu t'appelles Jaguar, pas quand ça fait plus d'une centaine d'années que tu fais des voitures, et surtout pas quand tu es dans une situation compliquée comme celle de Jaguar, où ils ont arrêté de produire des véhicules, puis ils vont recommencer à en vendre juste en 2026. Ils n'ont comme pas les moyens de perdre leur héritage actuellement, là. Parce que là, ils sont 1 an sans rien offrir. Écoute, en Europe, là, c'est pas compliqué. Les concessionnaires sont en train de fermer parce qu'ils n'ont plus rien à vendre. J'aimerais pas ça être concessionnaire Jaguar en ce moment, même ici, hein. Non, moi non plus. Mais bon, ils ont un nouveau logo. Ben, c'est ça qui compte, hein. C'est ça qui compte. Mais pendant ce temps-là, on fait d'autres choses bizarres, OK, avec la technologie. C'est là que je voulais en arriver. Chez BMW, cette fois-là, donc on retourne chez BMW dans cet épisode. Mais c'est aussi avec Mini, je veux pas. C'est un projet qui s'appelle le AFV en allemand. Je vais pas le prononcer, là, mais en gros, c'est la conduite automatisée à l'intérieur des usines. Donc, le projet AFV, ce serait pour aider à la production à l'intérieur des usines en automatisant certaines parties avec la conduite autonome. Donc, par exemple, pour aller faire les tests à l'extérieur, ben ce serait le véhicule lui-même qui prendrait le contrôle, qui sortirait de la chaîne de production et qui irait faire son petit tour à l'extérieur avant de revenir pour faire le test. Donc ça, ce serait avec des capteurs au lidar, là, Ouais. et bon, comme la plupart des systèmes du genre, et ce serait vraiment utilisé à travers toute l'usine. Puis d'ailleurs, les usines de voitures, je sais même, vous avez jamais vu ça, là.
c'est gros, hein? Faut se déplacer en véhicule entre les différentes parties de l'usine. Donc, ce serait une des utilités, pardon, de ça, une des utilisations où on pourrait envoyer ce véhicule-là de manière purement autonome, et même pas semi-autonome, hein, mais vraiment purement autonome à travers les différentes parties du campus, de l'usine, pour aller entre les différentes parties de la production, pour aller, par exemple, vers la finition, vers le test. Et ça, c'est dans un programme qui serait approuvé à travers l'Union européenne. Donc, ce serait quelque chose qui serait vraiment mis en place, là, sous peu, selon BMW. Écoute, pour avoir visité récemment l'usine de Nissan au Tennessee, je peux te dire que je peux comprendre l'intention. Parce que quand les voitures sortent, t'en as 4-5 qui sortent en même temps, et ils font une voiture genre à toutes les minutes ou à peu près. Donc là, t'en as plein qui arrivent à la fin. Là, ça prend des chauffeurs pour chacun de ces véhicules-là pour être capable de les placer dans le bon ordre. C'est vrai que si c'était fait de façon autonome, ça limiterait considérablement les risques et les interventions humaines. Mais c'est quand même particulier de faire ça de façon purement autonome à l'intérieur. Mais bon, que veux-tu? Ouais, à l'intérieur surtout, hein, parce que souvent c'est dans des immenses bâtiments aussi, il faut dire. Même à l'intérieur des bâtiments, là, comme entre les bâtiments, il faut se déplacer en véhicule, puis même à l'intérieur des bâtiments, c'est gigantesque. Donc oui, c'est ça qu'on nous dit. C'est pour faciliter exactement ce que tu viens de dire. L'usine de Nissan, là, c'est l'équivalent de 113 terrains de football. C'est énorme, là. Nous, on se promenait en petit train, là, puis on a fait une tournée qui a duré 45 minutes, puis on nous a dit vous avez fait à peu près 10% de l'usine. Non, mais ça, c'est assez impressionnant, là. Ah non, c'est vraiment complètement fou, là. Si vous avez l'occasion un jour d'aller voir ça, je comprends pourquoi BMW veut faire ça. C'est gigantesque comme principe. Puis déjà, ils sont pas très loin avec leur conduite autonome, hein. Elle va déjà très bien, je trouve. C'est Exactement. probablement le meilleur système sur le marché, donc je leur fais confiance. Surtout aux Allemands, on dirait que je leur fais confiance côté ingénierie comme ça, le côté génie mécanique. Je fais confiance aux Allemands. Ma dernière petite nouvelle cette fois-là, écoute, je sais pas comment l'approcher parce que c'est un peu étrange. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Fisker, ok? Oui. Fisker, c'est pas une compagnie qu'on entend beaucoup parler généralement. Et là, malheureusement... On a entendu parler parce qu'elle a fait faillite 3 fois dans les 3 dernières années, mais à part ça... ben là, ce que je viens de parler, c'est pas vraiment mieux. C'est pas vraiment mieux, malheureusement. Parce que, bon, ils ont engagé une certaine personne qui s'appelait Kotao, on s'en fout de son nom, là, mais qui était apparemment un employé pour le support technique qui travaillait à distance. Donc, pendant 1 an et quelque chose, là, à travers LinkedIn, entre autres, et d'autres plateformes comme ça, il y a une dame américaine, Madame Chapman, qui s'est fait contacter par des gens et qui s'est fait dire donner un emploi chez Fisker à cette personne-là qui s'appelle Kotao. Et là, Fisker a employé Kotao, mais là, sous le nom de Madame Chapman. En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire, ça avait l'air un peu louche. Et avec raison, parce qu'ils se sont rendus compte que pendant 1 an et demi, un de leurs employés était un espion nord-coréen. Pour vrai? Absolument, et c'est le FBI qui est venu cogner chez Fisker pour leur dire vous avez un de vos employés qui est un agent nord-coréen et ils ont fini en septembre 2023 par sortir cette personne-là. Cette personne-là évidemment n'avait jamais été aux États-Unis, n'avait jamais été en contact avec Madame Chapman autre que par LinkedIn. Donc cette madame-là avait de manière un peu involontaire en fait aidé l'infiltration d'une compagnie automobile par des agents nord-coréens. Donc voilà, faut croire que Fisker, ça va pas bien non plus du côté de leur support technique. Ben, pour être honnête, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça chez Fisker. C'est comme la dernière place où j'aurais fait ça. Apparemment que c'était par rapport à du blanchiment d'argent. Donc, c'était pas nécessairement l'entreprise en tant que telle, autant que simplement le fait de se faire employer par une entreprise. Mais malgré tout, on sait pas ce qu'ils ont accès, là. Non, puis, mais tu sais, chez Fisker, comme je te dis, ils sont même pas capables d'honorer leur contrat, puis ils sont placés sous la loi de la protection de la faillite, fait que c'est peut-être pas nécessairement le meilleur exemple, mais c'est quand même particulier. En tout cas, c'est sur cette note tout à fait encourageante que se termine notre épisode. Évidemment, on vous invite à venir vous abonner sur toutes les plateformes où vous écoutez cette balado. Abonnez-vous, envoyez-nous des petits coucous, faites-nous 5 étoiles, ça nous aide évidemment pour le classement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur la page Facebook Gotchard Podcast pour les poser, ça nous fait plaisir d'y répondre. Sinon, vous pouvez nous envoyer un courriel à info@gotchard.com.
aussi. Et bien entendu, on se chargera de vous aider. Si vous avez des questions sur à peu près n'importe quoi dans le monde automobile, on tente d'y répondre du mieux que l'on peut. Et là-dessus, ben, mon cher William, nous, on se dit à la prochaine. À la prochaine! Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.